Bonsoir et un grand merci à l'Académie du Royaume du Maroc, une institution de grand prestige qui a comme protecteur Sa Majesté Mohamed V et qui a eu la gentillesse d'avoir pensé à moi pour m'adresser à une audience aussi ample que distinguée. Pour moi, revenir au Maroc est toujours un grand plaisir. Quand j'étais aux affaires étrangères, j'ai visité le pays en maintes reprises. Déjà en 1960, je venais d'entrer à la carrière diplomatique et j'étais à ce moment-là chef de cabinet du ministre, j'avais 25 ans, et j'ai accompagné le ministre des Affaires étrangères à une rencontre qu'il a eue ici avec Sa Majesté le Roi. Comme vous savez bien, le Maroc et l'Espagne ont vécu une histoire pleine de fructueuses réalisations et ces deux pays sont conscients des possibilités qui s'ouvrent à tous les deux comme charnière qui lie nos deux continents, et j'espère que ce programme qui a été proposé maintenant va être une réalité. C'est pour laquelle je félicite l'Académie d'avoir pris l'initiative de ces rapports entre l'Europe et l'Amérique latine. Je vais participer à quelques réflexions et je dois dire que j'ai eu la grande satisfaction aussi de rencontrer ici un très cher ami, l'ambassadeur d'Espagne, qui est un des plus brillants diplomates et que j'ai eu le plaisir de compter parmi mes collaborateurs plus proches quand j'étais au gouvernement. J'essayerai de voir un peu quelle est la situation aujourd'hui, un peu en Europe, quelle est la circonstance que nous traversons, et finalement, je me concentrerai sur le sujet qui m'a été proposé. Le Maroc, que je regarde toujours, comme je vous dis, avec grande sympathie, c'est un pays qui se modernise constamment, maintenant sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, dont la sagesse et clairvoyance font de ce royaume non seulement un véritable pôle de stabilité dans toute la région, mais aussi un référent d'avancée démocratique lancé par la Constitution de 2011 et un acteur de coopération et de co-développement, chaque fois plus important au sein de la grande famille africaine. Pour l'Europe et pour l'Espagne en particulier, la stabilité, la croissance et la prospérité du Maroc sont absolument essentielles. L'Espagne et le Maroc partagent de plus en plus d'intérêts stratégiques. Et on a fait de très importants progrès bilatéraux, que ce soit par exemple dans le domaine sécuritaire ou des flux migratoires, où notre coopération est, je dirais, exemplaire au niveau international. Dans le fait que l'Espagne soit devenue depuis 5 ans le premier partenaire commercial du Maroc, ou que le Maroc soit le deuxième partenaire commercial de l'Espagne après les États-Unis en dehors de l'Union européenne. Ces progrès s'étendent à la connaissance mutuelle entre nos citoyens, qui s'est renforcée par le plus d'1 million de touristes espagnols qui viennent tous les ans au Maroc et par plus d'1 million de Marocains qui vivent et travaillent dans mon pays. Mais pour être juste, il faut voir cette évolution bien au-delà des chiffres. C'est avant tout un climat d'entente bilatérale hispano-marocain qui s'est installé en comptant avec la meilleure garantie de promotion de nos liens bilatéraux qui se trouvent dans la relation de fraternité et d'amitié profonde entre Sa Majesté, le roi Mohamed VI, et Sa Majesté, le roi Felipe VI. Le Maroc, la France et l'Espagne sont les seuls 3 pays du monde à partager une vocation à la fois méditerranéenne et atlantique. Quelquefois, on l'oublie, mais il faut rappeler. Mardi prochain, le 20 décembre, sera célébré le 40e anniversaire de la reconnaissance des États-Unis de l'Amérique du Nord par le Maroc. Premier pays à le faire
avant même que les Américains se soient dotés de leur constitution toujours en vigueur aujourd'hui. Je suis heureux de constater que les relations entre le Maroc avec l'Amérique latine sont des relations anciennes et prennent de plus en plus de poids dans le cadre de l'objectif de diversification des relations extérieures. Dans son discours de 2014, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre le Maroc et le Pérou, le roi Mohamed VI a souligné la nécessité pour le Maroc d'établir un partenariat ambitieux qui relie le monde arabe, l'Afrique et les pays d'Amérique du Sud dans le cadre du dialogue et de la coopération Sud-Sud. À ce propos, je ne veux pas oublier, par exemple, l'excellente coopération développée par le Maroc à la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, entre 2004 et 2006, en collaboration avec les forces armées d'autres pays de l'Amérique latine et de l'Espagne. Un deuxième exemple de cette vocation serait la participation du Maroc depuis juillet 2010 comme pays observateur associé au sommet ibéro-américain des chefs d'État et de gouvernement. J'ai appris que le Maroc prépare un nouveau plan, une nouvelle vision, pour consolider sa présence en Amérique latine, tout en renforçant sa présence diplomatique, en ouvrant de nouvelles ambassades. La restauration, en avril dernier, des relations diplomatiques avec Cuba est particulièrement symbolique. Sur le plan économique, il est intéressant de noter le début des négociations techniques en novembre dernier, d'étudier l'établissement d'une zone de libre-échange entre le Maroc et le Mercosur, dans un effort clair pour étendre le statut du Maroc en tant que hub entre l'Europe, l'Afrique, le monde arabe et maintenant l'Amérique latine. Mesdames, Messieurs, je voudrais maintenant, avant de me concentrer dans le rapport Europe-Amérique latine, faire un court regard sur le passé. Au début des années 60, la scène internationale était marquée par le bipolarisme de l'après-guerre entre les États-Unis et l'Union soviétique. Alors, l'objectif de nos peuples était celui d'assurer la paix, la démocratie représentative et l'économie de marché. Le premier objectif que l'Organisation des Nations Unies était précisément de parvenir à cette paix. Et le deuxième était celui de l'adoption de la démocratie représentative, qui est devenue l'objectif politique primordial d'une grande partie du monde, ainsi que l'économie de marché comme moteur de l'économie et l'État-providence afin d'améliorer le développement social et matériel de nos citoyens. Évidemment, il s'agissait aussi de l'objectif de création d'une gouvernance internationale par le biais des Nations Unies et de son Conseil de sécurité. En même temps, un système financier a été créé, le Fonds monétaire, un système de coopération marqué par le démarrage du plan Marshall. Pendant toutes ces années, un vaste développement de processus de décolonisation a eu lieu. Les Nations Unies sont très vite passées de 51 à 140 pays qui ont favorisé ce processus. Il y a eu même une amélioration claire de bien-être social qui a changé le monde. Il y a eu aussi des avancées significatives en matière d'éducation et de santé. Je dirais même que cette période, avec ses actifs et ses passifs, a été néanmoins l'une des périodes brillantes de l'histoire de l'humanité, que ce soit en matière économique, sociale ou politique. Il y a, à mon avis, 5 vecteurs qui reflètent la direction des changements que nous vivons en ce moment. Tout d'abord, celui de la technologie, la communication et la globalisation. La technologie a toujours existé, mais d'une certaine manière, son élan actuel rend encore plus difficile la prévisibilité.
Nous vivons un grand développement de la technologie, de la communication, de la digitalisation, la robotisation, l'intelligence artificielle. Tout ce monde a créé, au fur et à mesure, une nouvelle forme de production, une nouvelle façon de consommer et une nouvelle manière d'établir des rapports, en somme, une nouvelle sorte d'organisation de société. En deuxième lieu, nous nous trouvons face au grand changement social. Aujourd'hui, 42% de la population mondiale appartient à la classe moyenne, mais ce changement a été accompagné d'une réalité surprenante, car ces classes moyennes, qui ont sans doute amélioré leur niveau de vie, vivent dans la frustration et l'indignation, parce qu'elles n'ont pas réussi tous leurs rêves et n'ont pas évolué à la vitesse désirée, ou parce qu'elles n'ont peur que leurs enfants vivent dans des pires conditions qu'eux, ou bien elles se sentent frustrées car elles voient que leurs voisins ont progressé davantage. Ces classes moyennes constituent en quelque sorte une force importante dans le monde aujourd'hui. Comme nous le voyons, parce que leur réaction face à cette indignation n'est pas toujours rationnelle, elle est émotionnelle. Comme exemple de cette réalité, il me suffit de citer le Brexit au Royaume-Uni ou les changements intervenus dans l'administration des États-Unis lors des dernières élections. En troisième lieu, je crois que nous sommes en train de vivre, de l'ouest à l'est, la plus grande transformation du pouvoir économique. La Chine a surgi comme la plus grande usine de l'humanité, deuxième puissance mondiale, qui aspire à être la première et avec une capacité de croissance dans la scène politique, sociale et militaire qui pourrait mettre fin un jour au monopole des États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucune politique des États-Unis ne peut être assumée de façon isolée, sans consultation, anticipation ou négociation avec la Chine. Cette grande puissance qui continuera à se développer pendant les prochaines années, accompagnée en plus de cette vision universaliste. La célèbre route de la soie est comme la grande muraille moderne. Elle est impressionnante. Elle nous offre une vision spectaculaire de ce nouveau monde qui est déjà arrivé. Un quatrième vecteur que je voudrais souligner est celui de l'érosion du système international de gouvernance, qui a perdu clairement sa force et sa puissance pour résoudre les conflits. Passons à ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui arrive dans la mer de Chine, au Moyen-Orient. C'est-à-dire, quand on observe les Nations Unies avec ses beaux objectifs et principes, et qu'en même temps, nous constatons que plus de 300 000 personnes meurent en Syrie, il est de toute évidence que le système tant que tel ne fonctionne pas sur le papier et que dans la pratique, malheureusement, se laisse par conséquent beaucoup à désirer. Dernier vecteur que je voudrais souligner et qui me préoccupe très sérieusement est le suivant. Nous avons pu avancer les derniers 50 ans dans la création d'un commerce ouvert au niveau mondial. Et cette réalité est en train de se briser. Il est en crise, aussi bien aux États-Unis que dans certains pays européens. C'est dans le cadre de ces 5 vecteurs que je viens de vous exposer, qui pourraient ajouter beaucoup d'autres, mais je voudrais situer maintenant le rôle actuel de l'Amérique latine. Je veux souligner quelques enjeux qu'il faudrait aborder. D'abord, celui du changement climatique. Ignorer ce qui est en train d'arriver au climat serait une irresponsabilité. C'est un sujet sur lequel je n'ai pas besoin d'insister au Maroc, qui a été le pays hôte avec beaucoup de succès de la COP22 l'année dernière à Marrakech. En deuxième lieu, je pense qu'il faut aborder la situation actuelle sur l'emploi. Un enfant aujourd'hui ne sait pas quelles seront les opportunités de travail quand il aura 20 ans. Mais ce n'est pas seulement cela. Il y a autre chose pire. Dans 30 ans, 50% des emplois
pourrait disparaître aux États-Unis. Il y aura d'autres genres d'emplois. Et le troisième élément est la création d'un ordre international fondé sur des principes qui assurent notre capacité de cohabiter et de vivre ensemble. Le système des Nations Unies doit faire un saut qualitatif, un saut pour se redéfinir en partant de la compréhension de ce système que nous avons créé en 1945 et qui ne répond plus à la réalité d'un monde plus large comme celui d'aujourd'hui. Le grand enjeu sera celui de construire un code de cohabitation qui permettra la possibilité d'intégrer tout et que ceux qui font partie de ce nouveau monde puissent vivre en paix. Parlons de l'Amérique latine. L'Amérique latine, il s'agit d'une région où on constate certainement des progrès. Il y a 33 pays indépendants. Elles représentent 9% de la surface mondiale, 30% de l'eau potable, 25% des forêts mondiales, 40% du cuivre et 15% des terres cultivables du monde. C'est une région qui a un énorme potentiel. Les trois grands facteurs de cette région sont les métaux, l'alimentation et les énergies. Sa population actuelle, avec 338 millions d'habitants, continuera de croître pour probablement arriver en 2050 à 700 millions de personnes. Je crois que la région a assez bien travaillé en ce qui concerne l'évolution démocratique. Je dis assez bien. Et je dois reconnaître qu'actuellement, en ce qui concerne le volet politique, une partie des dictatures qui ont sévi dans ce pays ont été dépassées. Mais il y a toujours des cas que nous connaissons bien. Une grande partie des démocraties, même avec des défauts, fonctionne par contre raisonnablement bien. Quant au système de l'économie de marché, son comportement est correct. Même à Cuba, qui a une économie planifiée, 500 000 personnes possèdent des comptes bancaires, ce qui signifie une forme d'ouverture. Le marché l'a remporté clairement sur la planification, aussi en Amérique latine. Et les expériences vont donc sur la bonne voie. On peut se demander maintenant quels sont les enjeux auxquels il faudra faire face à l'Amérique latine. Je pense que notre premier grand enjeu, et pas seulement en Amérique latine, mais en Amérique latine d'une manière très particulière, est l'éducation. Je vous dis à cet égard, je me souviens qu'il y a eu une discussion dans différents pays, et en Espagne aussi, au moment où l'Espagne a reçu l'aide de l'Union européenne au moment de son entrée. Et on a consacré une grande partie pour faire des routes magnifiques tout par l'Espagne. Il y a d'autres pays, comme par exemple l'Irlande, qui a consacré tout ce qu'elle recevait de l'Union européenne à l'éducation. Je me suis demandé si un équilibre entre une chose et l'autre n'était pas nécessaire. Mais enfin, je le laisse comme ça. Dans le monde, l'éducation est une priorité essentielle. Parce qu'on doit préparer les gens. On doit préparer les gens pour être capables de faire face aux défis mondiaux. En même temps, ils doivent se préparer pour exercer les nouveaux métiers qui vont contribuer d'une certaine manière au développement de la région dans le futur. Je dois vous dire que pour moi, l'éducation est la tâche prioritaire. En deuxième lieu, la productivité. Il n'est pas possible que les petites et moyennes industries d'Amérique latine aient une productivité équivalente aux 15% de celles qu'ont les mêmes industries aux États-Unis. Le monde ne peut pas fonctionner de cette manière. S'il y a un aspect principal à prendre en considération, c'est l'expérience qu'a suscité l'investissement espagnol dans un continent qui était capable de créer un grand nombre d'activités qui augmentent leur productivité. Une autre question que je dois citer est l'aspect social. Là où se pose la question de l'inégalité. Elle continue à être un grand problème partout dans le monde.
En Amérique latine, on avance dans la réduction de la pauvreté, mais on ne le fait pas au rythme adéquat de progrès, de l'inégalité ou du vieillissement. En même temps, nous devons mettre en évidence la nécessité de réformer l'État afin de le moderniser, et il nous faut un dialogue entre État, le marché et la société civile. Sur cette liste de tâches, je dirais que le sujet de l'intégration politique et économique a été une question permanente. Rappelons ce qu'a signifié pour l'Europe le traité de Rome de 1957. C'est à ce moment que la CEPAL avait encouragé le débat sur l'intégration en Amérique centrale, qui a été celle qui a fonctionné le mieux. En Amérique latine, généralement, on a une tendance à oublier les habitants de l'Amérique centrale. Mais leur intégration, qui a connu dans son évolution des antagonismes et des conflits politiques, est en train de fonctionner, ce qui n'est pas le cas au Sud. Le groupe andino et le Mercosur doivent offrir des plus grandes opportunités, spécialement en essayant un lien plus grand avec l'Europe et le Pacifique. Il faut reconnaître que l'Espagne a toujours promu ce processus et encourage le dialogue. Du point de vue géopolitique, l'Amérique latine constitue une source future de diversification et d'approvisionnement européen en combustibles fossiles face au gaz russe ou au pétrole du Moyen-Orient. Et sur le plan climatique et de la soutenabilité, l'Union européenne espère que l'Amérique latine continue à jouer un rôle actif dans la gouvernance climatique et dans la transition énergétique. De l'Amérique latine, l'Union européenne attend un rôle beaucoup plus actif sur la scène internationale. Ainsi, par exemple, au G20, les 3 pays représentés devraient se coordonner davantage entre eux et avec l'Union européenne. L'Argentine, le Brésil et le Mexique pourraient faire plus d'efforts dans la recherche d'un consensus avec le reste de la région afin de défendre des positions communes dans des différents domaines. D'autres objectifs importants peuvent être l'éducation, la lutte contre le changement climatique ou la quête d'une fiscalité juste. Un sujet additionnel de l'agenda qui intéresse spécialement l'Amérique latine est l'action collective et la réalisation de la construction des grandes infrastructures. Un autre domaine dans lequel la présence de l'Amérique latine peut avoir un rôle principal est la sécurité et la défense. Si on adopte une optique non seulement régionale, mais aussi et tout particulièrement globale dans la lutte contre le crime organisé. La coopération militaire latino-américaine se trouve à un stade très précoce et elle est surtout bilatérale. Progresser dans ce domaine est compliqué, étant donné le caractère clairement national des armées et aussi parce que les structures sophistiquées et les capacités militaires des forces armées de l'OTAN sont assez différentes de celles de l'Amérique latine. La contribution militaire de l'Amérique latine à la sécurité internationale, notamment en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix, mais elle est faible. La présence de personnel militaire des différents pays latino-américains en République démocratique du Congo, ou le patrouiller déployé par la Colombie avec l'OTAN et l'Union européenne sur l'océan Indien, ou la fragate brésilienne au Liban, dirigeant le groupement naval des Nations Unies, mérite peut-être une attention particulière. Sans aucun doute, la coopération en matière de sécurité, lutte contre le crime organisé, trafic de stupéfiants, guérillas, terrorisme, bandes, trafic d'armes, etc., et de cybersécurité est plus importante qu'en matière de défense. À cause du caractère transnational de la criminalité organisée, il est dans l'intérêt de l'Amérique latine et de l'Union européenne d'intensifier la coopération en matière de sécurité et lutte contre les trafics illicites. Quant aux relations euro-latino-américaines, celles-ci se développent à différents niveaux, en commençant par l'économie et le commerce, mais sans oublier la politique,
représentés par les contacts interrégionaux et intergouvernementaux. Dans l'ensemble, on peut dire qu'il s'agit d'une relation positive et très constructive, caractérisée par l'absence des conflits importants. Dans une perspective birégionale, les sommets Union européenne, Communauté des États latino-américains et caribéens, ce qu'on appelle la CELAC, sont chargés de marquer les lignes générales de relations. Je pense que ce qu'il faut, c'est stimuler aussi la composante entrepreneuriale, les entrepreneurs comme un facteur important de la relation birégionale. Les entreprises européennes parient sur la recherche d'un environnement amical pour les affaires, y compris la sécurité juridique, qui est très importante et qui doit être exigée, et sur le renforcement d'une série de sujets parmi lesquels l'amélioration de la productivité et de la compétitivité. Il serait aussi important pour les entrepreneurs, malgré les grandes difficultés pour y arriver, d'atteindre la convergence entre Mercosur et l'Alliance du Pacifique. Nombreux d'entre eux sont intéressés à conclure des négociations avec Mercosur et actualiser le traité d'association avec le Chili et le Mexique. Une autre question significative est le rôle des petites et moyennes entreprises, qui représentent un important facteur de croissance, de développement et de création d'emplois. Je ne pourrais pas continuer sans citer la culture comme levier de projection internationale. Les langues espagnoles et portugaises, notamment la première, ont été des éléments indispensables au développement et à la diffusion internationale de la culture latino-américaine. Les données de l'Institut Cervantes révèlent que 8 personnes sur 10, dont la langue maternelle est l'espagnol, sont latino-américains. Un chiffre qui atteint 8,8 quand on inclut les citoyens des États-Unis. Pendant les dernières décennies du XXe siècle, l'intensification de la circulation mondiale de la culture, suite au commerce international des biens culturels, a exposé la création latino-américaine sur le monde entier. L'industrialisation de la culture a servi de traduire l'importance créative latino-américaine sur le plan économique. En fait, l'Argentine et la Colombie se situent parmi les 5 premiers exportateurs du monde de formats et scénarios de programmes de télévision. Le rôle des villes dans la promotion des politiques culturelles et d'une économie créative est remarquable dans des cas comme Buenos Aires, Mexico, Bogota et Medellín. Lorsque j'étais au gouvernement, j'ai eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises au pays de l'Amérique latine. Et j'ai toujours senti la sensation, en parcourant ces terres, de retrouver ce que je venais de laisser en Espagne. Non seulement transplanté, mais en fait parfaitement recréé. Vivre, d'une certaine manière, c'est toujours recréer. Bien que nos vies ont été et puissent être différentes. La réalité américaine est très puissante, très authentique et très autochtone. Mais nous avons des mondes en commun, des mondes de langue, de culture et d'histoire. La langue est comme une demeure commune où chacun de nous y trouve sa place. Il n'y a pas de langue qui soit définitivement terminée. La langue établit la frontière extérieure de nos peuples dans le monde. Personne ne peut se connaître à soi-même sans avoir recours à ce dialogue où chaque homme s'interroge et c'est la langue qui lui répond. Mais au-delà de la langue, il y a une deuxième racine qui unit certainement Espagnols et Latino-Américains. C'est l'histoire. L'histoire qu'il faut accepter telle qu'elle, ce qui souvent n'est pas facile. L'histoire, parfois conflictuelle, mais toujours la plus vivante. Même si la vie politique de nos peuples s'est séparée depuis tant d'années, les villes américaines sont toujours restées à l'endroit où elles ont été bâties par leurs fondateurs. Le passé persiste dans le présent et il nous offre toutes les possibilités pour agir, aussi bien au peuple qu'aux personnes.
Et enfin, la culture. La culture est peut-être la troisième des racines qui unissent l'Amérique et notre pays, et elle représente peut-être notre communauté affective. L'Amérique latine a effectué durant ces dernières années d'énormes progrès dans l'objectif d'atteindre une grande expansion dans le monde asiatique. Il faut considérer que la Chine actuellement est la première ou deuxième destination des exportations de la plupart des pays du Sud. Nous devrons parier sur l'Amérique latine pour qu'elle soit une des grandes réserves alimentaires du monde. Elle possède 15% de terres cultivables de la planète et 30% de l'eau. Un des objectifs de l'Amérique latine en tant que pays producteur des produits alimentaires est de pouvoir compter sur l'Asie comme un grand point de soutien. Un autre sujet important est de trouver l'utilité maximale de la communauté ibéro-américaine de nations pour que l'Europe et l'Amérique latine puissent pénétrer dans la chaîne de valeur qui est, à vrai dire, le commerce de l'avenir. Aujourd'hui, 60% du commerce mondial est constitué de produits qui n'ont pas de certificat de naissance. Ce sont des composants qu'il faut assembler. C'est un sujet sur lequel l'Amérique latine doit avancer. Une troisième dimension est celle relative à ce que cette communauté ibéro-américaine peut signifier. En ce qui concerne la formation de ressources humaines dans le domaine de la technologie, puisqu'à mon avis, dans ce domaine, la communauté de langage s'accorde bien pour la considérer comme un des principaux sujets pour scruter l'avenir. Et notre élément est celui qu'on pourrait appeler la bi-océanité de l'Amérique latine, son océan Pacifique et son océan Atlantique. Certains de ces pays se sont organisés pour avoir l'Alliance du Pacifique et Mercosur. Et on peut se poser la question, ne serait pas nécessaire de mettre en marche l'Alliance de l'Atlantique? Peut-être avec les États-Unis, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique latine. N'est-il pas un grand espace? Si dans le monde, nous avançons autour des grandes régions, le moment viendra pour penser à la création de l'Alliance de l'Atlantique. L'Amérique latine est par définition pacifique et atlantique. Dans le cadre de ces trois grands axes, je pense qu'on peut signaler les volets fondamentaux sur lesquels nous devons nous appuyer pour aborder l'avenir. Enfin, toute cette évolution qui s'est produite dans le monde, cet enjeu que la situation actuelle nous présente et cette réalité latino-américaine doivent être tenus en considération, surtout pour ceux qui croient, desquels je fais partie, qu'il existe des valeurs qu'il faut défendre et qui caractérisent par la relation entre l'éthique et la politique. C'est un sujet qui m'inquiète sérieusement. Surtout parce que si ce monde où nous vivons, cette réalité latino-américaine n'est pas basée sur le témoignage de certaines valeurs, en commençant par la solidarité, la tolérance, la cohabitation, l'adhésion à la démocratie, si cet ensemble ne fait pas partie d'autres objectifs, le tout sera mis en doute. Je dis cela parce que lorsque j'étais encore jeune, toutes ces valeurs nous étaient transmises par l'école, la famille, l'Église. Aujourd'hui, cette formation se trouve pleine de barrières et on termine par y accéder à travers la télévision, l'Internet, l'intelligence artificielle ou le robotique. Pour moi, il est essentiel que ce monde à venir préserve les valeurs fondamentales afin de pouvoir cohabiter et atteindre l'objectif final qui n'est autre que le bonheur. Ce bonheur qui est si difficile de définir, mais qui est à la fois si facile de vivre avec. Actuellement, l'Amérique latine et l'Europe traversent un mauvais moment à cause de la corruption. Nous sommes en train d'avancer beaucoup plus dans la qualité du développement et dans les progrès sociaux. Mais nous devons aspirer à avoir une classe politique consciente de ces événements, une classe politique efficace,
engagée dans les valeurs fondamentales. Je crois qu'en Amérique latine, la politique en tant que telle n'a pas progressé suffisamment. Il y a des exceptions, mais je pense que l'appel final de connecter la morale avec la sphère politique est quelque chose qui exige le sens de responsabilité majeure. L'approfondissement de la relation birégionale euro-latino-américaine dépend de la volonté politique des différents acteurs. Du point de vue européen, le terrain sur lequel nous évoluons est délicat, puisque certaines questions sur lesquelles est basée la relation dépendent de la Commission européenne. Souvent, on dit et on écoute, mais pourquoi on n'arrange pas? Oui, parce qu'il y a la Commission européenne qui a des responsabilités. Un État isolé ne peut pas simplement établir quelques liens qui correspondent à la Commission. Tous les besoins d'arriver à des consensus transversaux et intergouvernementaux qui permettent d'améliorer la coordination des politiques et avancer dans la relation. Si bien l'Europe et l'Amérique latine partagent des valeurs à commencer sur le plein respect de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que les modèles culturels, il est vrai aussi que de nombreuses asymétries traversent la relation birégionale dans ses dimensions les plus variées. Dans chacun des divers domaines abordés, il y a des initiatives qui peuvent mettre en marche des mesures appropriées. Du point de vue économique, les investissements et le commerce extérieur sont deux domaines principaux. Et en ce qui concerne les premiers domaines cités, il faut considérer des questions importantes. D'un côté, d'une part, une présence plus importante des petites et moyennes entreprises dans le contexte birégional, et d'autre part, une croissance des investissements latino-américains dans les pays de l'Union européenne, à commencer par ce qu'on appelle multilatins. Si bien l'enjeu auquel doit faire face la relation birégionale sont importants, étant donné la conjoncture marquée par le Brexit, par exemple, et l'ascension du protectionnisme aux États-Unis et autres pays, je considère que cette relation peut atteindre un progrès considérable. L'achèvement des négociations avec Mercosur et l'actualisation des accords avec le Mexique et le Chili sont des indications puissantes que Bruxelles pourrait transmettre à ses différents partenaires. Je pense que le moment est propice et il faut savoir profiter de la fenêtre d'opportunité. Dans cette perspective, les négociations actuelles qui mènent l'Union européenne avec le Japon, l'Australie ou l'Indonésie ne devraient pas être un obstacle pour conclure d'une façon positive, sans retard, les traités avec l'Amérique latine. Enfin, en vue des élections parlementaires européennes, je pense qu'il est important de voir quels sont les rapports qu'il faut établir. C'est quelque chose de proche. Vous savez qu'en mai 2019, si la Commission n'envoie pas ces traités au Parlement européen pour sa ratification en fin 2018, la procédure sera difficile d'accomplir. Il faut se dépêcher. Évidemment, le processus à l'Union européenne, et pour tous ceux que nous avons travaillé à la Commission européenne, nous savons que quelquefois les progrès vont lentement parce qu'il faut arriver à un accord à la Commission et ensuite avec le Conseil. Mais il faut absolument que l'Union européenne et l'Amérique latine soient capables de développer un agenda commun, sans perdre de vue la présence de l'action des deux grandes puissances économiques, États-Unis et Chine. L'Union européenne ne prétend pas ni cherche une position hégémonique en Amérique latine. Le pari européen, par la consolidation de l'espace atlantique, ne devrait pas être questionnable. En outre, la présidence argentine du G20 représente une excellente opportunité pour que les trois pays latino-américains se coordonnent mieux, non seulement entre eux, mais aussi avec le reste de la région et avec les représentants européens. Le Parlement européen, dernièrement, il y a quelques jours, a approuvé une résolution qui est très intéressante, où on parle de l'appui à l'intégration régionale, le dynamisme de l'Alliance, etc. Un certain nombre d'idées que je crois qu'il faut prêter une attention très spéciale. Enfin, je vais arriver à la fin parce que je ne voudrais pas vous fatiguer trop. Je dois dire qu'il y a quelque chose qui m'intéresse maintenant de mentionner. Et je reviens un peu aux questions de relation entre l'Académie des sciences morales et politiques que j'appartiens et cette académie.
je dois vous exprimer que vraiment les académies, je ne suis pas vraiment en condition, surtout ici où il y a tant d'experts en termes d'académie, je pense quand même que vous serez d'accord que les académies jouent, et je termine tout de suite, un rôle important dans la vie culturelle de nos peuples. L'académie n'est pas un musée de gloire passée, ni un club réputé de personnes consacrées à différentes spécialités, par la simple raison que la culture se perd si elle n'est pas diffusée. La tâche des académies n'est pas seulement de cultiver, débattre et communiquer interdisciplinairement les résultats de ces études. Pour cela est déjà fait par des différents instituts de recherche et de sciences. C'est un aspect très personnel que je mentionne. Peut-être, c'est une question qu'à un moment donné, on pourrait discuter sur le rôle des académies. À mon avis, le rôle d'une académie est d'accomplir un devoir de patronage moral et culturel dans la société dans laquelle elle évolue. Aujourd'hui, la fonction de conseiller de très haut niveau n'est pas suffisante. On ne doit pas attendre l'arrivée des demandes de consultation. Il faut les dévancer. Il faut exercer, et c'est la tâche d'une académie, un leadership social. Il ne s'agit pas de diffuser la culture, de voir qu'elle atteint toutes les institutions, même pas de la créer et de la promouvoir, mais de la guider vers des buts féconds et pacificateurs. Alerter, signaler, orienter, telle doit être notre devise et tâche. Je pense, à la lumière de ces exigences, un rigoureux examen de conscience s'impose. Mais il ne sert à rien s'il n'y a pas un esprit sincère de corriger le cas. Nous n'avons pas su être alertes. Nous, je dis, les académies que je connais, probablement ce n'est pas le cas ici parce que vous avez réussi à beaucoup de choses, mais je pense que nous n'avons pas su alerte à l'heure, par exemple, de la grave crise culturelle et économique que le monde a traversée. Mais aujourd'hui, nous devons savoir être à l'heure d'évaluer ses conséquences. L'objectif doit être de nous inciter, afin de réaliser cette tâche, d'initier ainsi une analyse de la situation socio-économique et politique qui nous a laissé la crise dans les dimensions fondamentales de cohabitation politique, droits civils et sociaux, développement économique, éducation civile et sociale. C'est un effort colossal qui visiblement nous déborde, mais il s'agit de faire les premiers pas et signaler la bonne direction. Le faire entre tous est une garantie de succès et une promesse de collaboration dans le futur. Enfin, après avoir formulé ces intentions, permettez-moi de vous dire encore une fois la grande satisfaction et le remerciement que j'ai en pouvant être ici parmi vous et regarder d'ici la maison, de cette maison, vers l'Ibéro-Amérique, vers l'Amérique latine. L'heure est arrivée de le rappeler, non pas avec un esprit de complaisance, mais plutôt comme un encouragement du long parcours que nous devons faire ensemble. Je vous remercie.